Bien, voilà un témoignage, je dirais, qui fait du bien parce que, oui, merci. Un témoignage qui fait du bien parce que vous voyez que quand les choses sont prises vraiment depuis le début, on peut avoir une évolution tout à fait favorable. Alors, je vais un peu raccourcir l'histoire de Thomas. Alors, si cette chose veut bien fonctionner, si là-haut vous gérez les diapos pour moi, je préfère. Je lèverai la main pour que vous les passiez. Donc ça, j'ai déjà parlé de Thomas donc il y a 5 ans en arrière. Donc Thomas, on l'a adopté en Pologne. En fait, il marche ce micro? Il devrait. Allô, allô? J'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Non, là, ne passez quand même pas les diapos trop vite. Oui, donc Thomas, nous, quand on l'a adopté, on n'avait absolument pas eu de renseignements sur le passé de consommation d'alcool de sa maman, donc on ne savait rien, ce qui fait que pendant son enfance, son adolescence, on a vécu la totalité des syndromes d'un SAF complet sans rien savoir. Donc, inutile de vous dire que ça a été extrêmement compliqué. Le point d'orgue, on peut dire, de la situation a été en 2010, où Thomas étant devenu extrêmement rebelle, violent, antisocial, punk, il se voyait absolument aucun futur, il a fugué, on l'a perdu pendant 6 semaines, il est devenu SDF. On l'a récupéré grâce à un coma éthylique parce que l'hôpital nous a envoyé la facture. Donc on l'a récupéré après on l'a envoyé au Canada, je vais faire court, je vous explique pas pour quelle raison, mais au Canada en 2011, on a donc enfin pu avoir un diagnostic complet de SAF. Donc il est rentré à ce moment-là. Après il a donc souhaité reprendre des études. Donc c'est ce qui s'est passé en 2012-2013. Où il a obtenu donc un CAP de coiffure. Ça a été, je crois, un des plus beaux jours de ma vie. Et ensuite, dans la foulée, il a voulu faire une tentative de vie seul. Il voulait savoir s'il arriverait à être autonome ou non. Là, on peut changer de diapo. Le résultat n'a pas été terrible. Il a essayé de trouver des emplois, mais il n'a jamais réussi que de trouver des petits boulots. Il s'est fait virer d'un centre de tri au bout de 2 jours, tellement il était lent. Donc il a également essayé de s'inscrire à Pôle emploi, mais le site internet pour réactualiser le statut, c'est beaucoup trop compliqué. Comme vous avez vu sur l'autre diapo, il était assez épineux à cette époque-là. Donc les relations avec les services sociaux ont été très compliquées. Enfin bon, donc ça n'a pas marché, sauf sur le plan social, je dirais, il s'est vraiment fait des bons amis. Il est revenu avec un chien. Du coup, pour nous, on a tiré la leçon de l'éloignement. Il habite à 100 mètres de chez nous. Les problèmes de comportement se sont beaucoup été atténués à partir du moment où il a connu le diagnostic, où il a su que c'était pas lui, il n'était pas méchant, bête, mais que son cerveau avait un problème. Et donc, à son retour, on a passé un certain temps à se réapprivoiser, on va dire. Mais surtout, le problème était de savoir qu'est-ce que nous allions en faire et qu'est-ce que lui allait faire. Donc, on lui a proposé un stage de découverte en ESAT. Je dis bien proposer parce qu'on a très vite compris que Thomas, il ne faut jamais rien lui imposer. Et il faut lui proposer les choses en lui montrant bien qu'il a la possibilité de ne pas le faire. Sinon, il se braque. Donc, après 2 semaines, les 2 premières semaines, il est renouvelé, il est avec comme vous voyez, des commentaires très favorables. Donc, du coup, on lui a proposé de rester. Il a accepté de rester. Maintenant, donc, il fait voilà du montage conditionnement pour des pièces détachées. Il a été confirmé dans un emploi permanent depuis 2017. Il n'a aucune difficulté à employer les machines. Il est plutôt bien apprécié de son chef malgré ses absences répétées, parce que ça, c'est toujours un très très gros problème. Et ses collègues l'aiment beaucoup parce que comme il est, je dirais, plus dégourdi que beaucoup d'autres, en particulier, il sait compter.
Donc, il est celui à qui on demande de l'aide, on demande conseil, etc. Donc, tout ça fait qu'il a une autonomie maintenant relative. Il touche à peu près 900 € par mois. Comme il n'a pas de gros besoins, il n'est pas très dépensier, ça lui suffit largement. Par contre, on gère absolument tout ce qui est vie administrative, on va dire. Il n'est pas sous curatelle pour l'instant, puisqu'on se fait confiance mutuellement, donc ça marche bien. En décembre 2019, il a réussi son code. C'était pas gagné d'avance, mais il l'a réussi au deuxième coup, donc ce qui est tout à fait normal, je dirais. Et maintenant, le but va être évidemment le passage du permis de conduire l'année prochaine ou dans 2 ans. Si on lui dit surtout, t'es pas pressé, il n'y a pas le feu, voilà, tu le passeras quand tu seras prêt. Donc, pour faire le bilan de l'autonomie, voilà, l'organisation reste toujours un énorme problème. On est toujours obligé de le réveiller le matin. Tout ce qui est rendez-vous, il faut que ça soit moi qui m'en occupe parce que sinon, il ne fait pas. Comme je vous ai dit, nous gérons toutes les questions administratives. Et le problème qu'il y a maintenant, c'est vraiment les problèmes d'anxiété, d'angoisse, autrement dit, les problèmes de comportement liés, on va dire, à des troubles psychologiques, psychiatriques. Et surtout qu'au début, il voulait absolument pas être suivi. Enfin, on a quand même j'ai réussi à l'envoyer voir le médecin. Donc, les troubles d'angoisse sont gérés très bien, d'ailleurs, je dois dire, par de l'atarax. Ça lui convient bien. Mais parfois, quand il a des crises de frustration, qu'il n'arrive pas à faire quelque chose ou que quelque chose dans l'actualité l'a vraiment choqué, on a alors là des crises d'une violence terrible. La dernière, il y a 3 semaines, il y a eu 2 victimes, entre autres, son téléphone, son aspirateur qu'il a fracassé et un peu de vaisselle. Ce ne sont jamais des crises de violence contre nous, ni contre lui, mais par contre, il casse énormément. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'a plus jamais eu de problème avec la police. Il sait voyager seul en train. La pratique du Scrabble hebdomadaire et le travail fait que pas mal de choses se sont quand même améliorées. Les actes acceptant ses absences, donc il n'est pas en danger du fait qu'il ne va pas travailler. Et il s'intéresse à des tas de choses. La souffrance animale en particulier est quelque chose qui le perturbe énormément. Ça fait qu'il est devenu vegan depuis 3 ans maintenant. À moi, ça me pose un problème de santé. On le suit 1 fois par an. Je lui fais faire des analyses de sang parce que je sais qu'il mange peu en plus, parce qu'il a un estomac assez petit. Donc ça me pose un peu un problème, mais pour l'instant, on gère. Donc voilà, si ce n'est qu'il a 29 ans et que j'espérais qu'il puisse sortir de l'ESAT, mais je crains malheureusement que non. Alors maintenant, nos jeunes de l'association. Nous avons 37 jeunes majeurs, on en a 14 au moins qui ont affaire à la justice. Comme le docteur Lazaro l'a dit tout à l'heure, l'adolescence fait vraiment exploser les problèmes de comportement, notamment chez les garçons. Les jeunes filles ont, semble-t-il, moins de difficultés, avec plus de volonté de s'insérer. Mais comme l'a dit Annick tout à l'heure, la plupart des jeunes filles sont extrêmement vulnérables. Bon, je ne vais pas vous raconter des cas parce que je n'ai pas le temps, mais c'est surtout ça qui leur pose des problèmes. Alors, quelles sont les conséquences judiciaires pour nos mineurs ? Eh bien, en fait, peu de choses, parce que les gendarmes ou les policiers les sermonnent, il y a des rappels à la loi, il peut y avoir des demandes de placement, mais comme il n'y a pas de place de toute façon, donc ça ne se fait pas, les gamins ils restent chez les parents. Mais par contre, passé 18 ans, alors là les bêtises se payent au prix fort. On en a un qui est enfin il vient de sortir, il a passé une année à Fresnes, il y en a un sous bracelet électronique et on en a plusieurs sous le coup de procès. Évidemment, les parents sont dépassés, les mamans seules en particulier souffrent énormément. Et pourquoi ? Parce que quand ils demandent de l'aide, il n'y a absolument rien qui se passe. Les services sociaux ne sont absolument pas formés, les services psychiatriques non plus. Et comme nos gamins, souvent, ils parlent très bien, ils parlent bien, on n'a vraiment pas l'impression
les gens qui ne les connaissent pas ne se rendent pas compte de la profondeur et la gravité des problèmes. Du coup, c'est les parents qu'on accuse. Double peine. Non seulement ils sont en difficulté à la maison, mais encore ils doivent se justifier auprès des professionnels. Donc, parmi nos familles, en une année, on a eu une demande d'hospitalisation en pédopsychiatrie, donc de la part des parents, 2 demandes de placement en foyer ou ITEP, mais qui ne sont pas suivies de placement. Une maman qui a demandé d'abandonner sa responsabilité parentale tellement elle ne s'en sort pas. Et de la part d'une maman, un dépôt de plainte contre l'État. C'est la maman dont le jeune de 19 ans s'est retrouvé à Fresnes, parce qu'elle avait averti à moult reprises les services de l'État qu'il allait faire une grosse bêtise et qu'il n'y a pas eu non plus de suite. Donc maintenant, je demande votre aide, comme d'habitude. Ça fait 5 ans que je demande. Il y a 2 ressources, alcool et grossesse en France. La Réunion, vous avez Bérénice Dorel l'année dernière qui est venue vous en parler, et il y a vous. Vous avez le soutien de l'ARS, de l'État, de la Mildeka. La Réunion, je crois que Bérénice vous en avez parlé l'année dernière, ils ont réussi un partenariat avec la police et la justice. Ils font des conférences de formation. Ils ont un partenariat avec la PJJ maintenant. Ils vont faire une étude dans le quartier des jeunes mineurs à La Réunion. Je dis, mais pourquoi pas vous? Vous devez nous aider à ça, s'il vous plaît. Vous avez l'expertise médicale. Nous avons l'expertise parentale. Nous avons les ressources bibliographiques. Nous venons de commander à une sociologue une revue bibliographique internationale sur SAFTECAF et police et justice. On va avoir le PowerPoint de présentation. Cette étude, elle est extraordinaire. Elle en est aux relectures par les professionnels. Là, Bérénice Doré et David Germano sont en train de peaufiner. Je l'enverrai bien entendu dès qu'elle sera complètement finie. Mais donc, aidez-nous. Ce que je vous propose, c'est de mettre en place, vraiment de resserrer nos liens entre Coréa, de Crag et Vivre avec le SAF pour que nous puissions, avec votre aide, mettre en place des conférences de formation pour les services sociaux, les professionnels de justice, pédopsychiatres, enfin, sur tout tous les professionnels qui voient nos jeunes en difficulté. Parce que, vous le savez, les TCAF, c'est pas seulement les enfants, les petits. Vous faites déjà un boulot formidable d'information. Maintenant, s'il va y avoir les bébés vulnérables, nous allons avoir des bases très solides, mais il faut, la diapo suivante s'il vous plaît, il faut s'occuper de toute la chaîne en même temps, parce que sinon, dans 15 ans, les bébés que vous avez, qui naissent maintenant, vous allez les retrouver avec les difficultés dont je viens de vous parler. Et pour finir, voilà, ça je vous le disais, donc je viens de vous le dire, on peut passer à la suivante. Donc j'ai fini mon intervention, je pense que je suis dans les temps, j'ai couru la poste, j'espère. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous avez nos coordonnées, mais vraiment, il faut s'occuper de toute la chaîne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit la richesse du programme aujourd'hui avec ces témoignages de patients et d'associations de patients. Donc le versant très émouvant des témoignages, mais aussi le côté très professionnel du fait de votre engagement depuis des années, en connaissant bien le programme et la force de conviction que vous avez pour motiver les professionnels et pour orienter les prises en charge. Donc vos conclusions sont très importantes et je ne doute pas que tous les professionnels ici et que les membres de la Coréade et du CRAG poursuivent le partenariat avec vous. Il y a beaucoup à faire effectivement. On voit que les diagnostics sont tardifs, du coup c'est lourd pour les familles, mais j'ai retenu moi une présentation extrêmement positive de toutes les deux, où vous voulez montrer aussi les possibilités de changement, les évolutions positives
quand il y a beaucoup de choses mises en place autour des jeunes et de ces patients. C'est la force de votre témoignage, c'est possible, et c'est pour ça qu'il faut intervenir tôt et précocement, pour changer les choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu que Annick témoigne, parce que l'histoire de sa petite fille est vraiment très représentative de ce qui peut se passer quand les choses sont prises vraiment depuis le début. Voilà. Alors, juste une place pour une question dans la salle, parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme, donc elle m'a dit juste une question. Le mot de la fin? Sinon, de toute façon, vous pouvez retrouver l'association. Voilà, tout à l'heure, vous serez là entre midi et 2. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers elles. Elles répondront avec plaisir à vos interrogations. Bon, du coup, je vais dire le mot de la fin. Je suis désolée pour le retard. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à Annick pour son témoignage. Je vous laisse donc déjeuner librement. Vous avez des restos un petit peu partout. Pour les intervenants et puis les membres de la Coréade, nous avons réservé au Café de la Grande Plage qui se situe au niveau du casino. Voilà, donc on peut y aller tranquillement mais sûrement. Et on se retrouve à 14h. Par contre, mémorisez bien vos places parce que vous devrez impérativement retourner à ces mêmes sièges. Crise sanitaire oblige. Je vous remercie, à tout à l'heure.